Quand la télé ne peut plus rien faire pour vous, il vous manque un seul recours. Un seul. L'émission des hommes d'ici. Bienvenue dans notre 3e saison des hommes d'ici. Aujourd'hui, nous allons parler des violences domestiques. Quand un homme te tape, il faut partir. Il faut fraya. Aucunement, les violences domestiques ne doivent être tolérées. Jamais de la vie. Jamais. Que cela vienne de l'homme ou de la femme. Vous risquez gros, très gros, de rester dans un foyer où on vous tape, où on vous frappe, où vous êtes violenté. Bienvenue dans les hommes d'ici. Au boudou! Casino Cash, le casino en ligne de la Lonassi. Lonassi, on a tous une bonne raison de jouer. Bienvenue dans l'émission des hommes d'ici. Vous êtes dans la toute première émission et je suis avec l'homme qui me séduit tous les jours. Coach Yoman Jean-François. Comment vas-tu, coach? Très bien. Oh, tu es tout beau. De te retrouver dans cette nouvelle saison. Moi aussi. Avec ce vêtement qui nous vient du Nigeria, je pense. Oui, tu sais, cette année, nous avons décidé de faire un tour partout. Et on n'applaudit pas quand le soleil se lève parce que je serai toujours sapé. Et toi, tu es tout bien habillé là. Oui, on va représenter à la fois avec le petit pois à Caen, les Akans, et puis une tenue qui nous vient du Niger. Cette année, nous avons une grande surprise pour vous, un nouveau chroniqueur. Et lui, c'est Mohamed Ali. Mohamed Ali, qui a fait toutes nos émissions. Et aujourd'hui, c'est lui-même qui fait l'émission. Ah, l'homme à la barbe. Comment vas-tu? Ça va, bonjour, Tu es sapé, là, frère. Merci, Siro. Bonjour, Wow. coach. Bonjour, Momo, comment tu vas? C'est un plaisir de débuter cette saison avec vous, en tant que nouveau chroniqueur. Et puis, voilà, on va voir. Tout ce qui est débat, tout ce qui est sujet, j'ai ma petite touche que je vais apporter. Donc voilà. Merci. Merci. Je voulais faire un coucou à notre collègue Jusqu'à Pengondo qui est parti en Europe pour ses études. Vous savez, les cadres de demain, ce n'est pas ceux qui travaillent maintenant, mais c'est ceux qui auront la force de continuer leurs études. Et Crépin veut faire partie de ces cadres-là. Bonne chance, frère. Bienvenue dans l'émission des hommes d'ici. Dans les hommes d'ici, nous prenons en considération les pensées des autres, raison pour laquelle nous avons des invités. Et aujourd'hui, nous avons des invités de taille. Le docteur Nou Bakayeko, comment vas-tu? Oui, ça va bien. Comment tu es sapé. Mais aujourd'hui, on sait tout. Non, c'est joli, là. Ouais, on est en ça. Afrique, là. Ouais, c'est beau, voir. Tu as dit qu'on est dans des habillements thérapeutiques. Ouais, D'accord. ça commence bien. Ça commence bien, en tout cas. Il n'est pas seul. Où il y a les hommes, il y a toujours les femmes. Et elle, c'est Blanche. La grande Blanche, comment vas-tu? Tu es toute belle. Oui, comme une reine à Caen, auprès de ses somptueux rois. Tu as bien fait d'ajouter ça. Tu as bien fait Oh, d'ajouter tu as bien fait. ça. Tu as bien fait. J'aime ton rouge à lèvres. Merci, Ciro. Oh, tu es toute belle. Yoma, Oui, dis-moi. qu'est-ce qu'on appelle violence domestique? Eh bien, on va entendre par violence domestique toutes les situations qui vont créer un état de tension. Tensions qui peuvent déboucher sur des attitudes qui mettent en difficulté l'intégrité physique, morale, psychologique, financière d'une personne à l'intérieur donc du ménage. Ça peut être l'homme ou la femme qui perd à un moment donné le contrôle, donc comme j'ai dit, sur son intégrité physique. Donc on peut se retrouver dans un schéma où un homme va essayer d'une façon ou d'une autre, par des paroles, par des attitudes, parfois des actes, il va tenter donc de faire mal. OK, de faire mal. Donc, il y a cette notion de vouloir faire mal. Il faut savoir que quand on parle de violence, ce n'est pas seulement les violences physiques. Les violences physiques, parfois, sont moins graves que les violences psychologiques
et parfois même les violences matérielles et financières. On en parlera au cours de cette émission. Ok. Mohamed Ali, Oui, si, bon. c'est quoi une violence domestique? Je pense que scientifiquement parlant, je pense que c'est un peu ce que coach a dit. Maintenant, pour utiliser le mot peut-être des Ivoiriens, bien un langage usuel, c'est la violence domestique, c'est la violence dans le foyer. C'est-à-dire que ce soit l'homme qui violente la femme ou la femme qui violente l'homme, sous toutes ses formes, hein, la violence verbale, la violence émotionnelle, la violence physique. Voilà, donc c'est un peu ça. Dans les hommes d'ici, nous permettons aux gens de se mêler au débat. Ils se mêlent au débat. Je peux faire partie. Parce que ce n'est pas ce qu'on s'est dit. On s'est entendu rester ensemble. Mais on ne s'est pas entendu pour que tu puisses me battre. Je ne peux pas accepter. Battre sa femme pour la première fois, il peut y avoir des circonstances. Voilà. Et les erreurs on est des humains, l'erreur humaine, ça peut arriver, mais pas que je suis d'avis à ce que l'homme bat sa femme. La femme, nous devons la protéger. Ce n'est pas bon qu'un homme bat sa femme. Si Marie te tape, on doit prendre le bras, mettre ça sur le cœur, on s'en va dire ça à sa maman. Si maman me demande pardon, Aïcha, il faut aller t'asseoir à côté de mon fils, à côté des enfants. Et m'asseoir. Parce que le mariage, c'est le cœur. L'amour aussi, tu s'en vas t'asseoir. Il ne faut pas te gonfler. Que parce que tu es gonflé, tu s'en vas. Il faut prier seulement. Même si la femme a fait quelque chose qui est anormal, on ne la bat pas. Battre la femme, tu peux avoir des problèmes. Tu peux la battre, elle tombe de suite, tu as eu problème. C'est mieux de la renvoyer où elle est quittée. Elle ne doit pas quitter son foyer. Pour une première fois, bon, les choses peuvent arriver. On dit dans une famille, il y a le pire, il y a le meilleur, le pire. Quelque chose peut arriver et puis il peut te taper une fois. Non, ça on ne peut pas quitter le foyer pour ça. Non, je reste. Peut-être il va changer. Comme c'est une première fois là, il va changer. Mais si ça continue, en tout cas, je me cherche. Waouh. Docteur, faut-il tolérer la première violence domestique? Non. Vous savez, de tous les cas que nous avons eu à voir et à suivre, puisqu'on est beaucoup dans la lutte contre les violences basées sur le genre, que ce soit au niveau des hommes ou au niveau des femmes, la personne qui t'a tapé une fois va te taper encore. C'est-à-dire que quand on est dans ce geste au niveau du couple, etc., la première fois, en réalité, c'est la première fois en termes physiques où on te porte main physiquement. Mais il y a eu des formes de violence avant même qu'on en arrive là. Parce qu'il y a le cycle classique de la violence. Aujourd'hui, on reste d'abord sur ce qui est physique. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. On a le cycle classique de la violence. Il y a une partie où on parle de l'explosion de la violence. C'est parce que, je m'en parlais tout à l'heure du climat de tension. C'est parce qu'on a créé un climat de tension. OK? Donc, ça veut dire que ce climat de tension-là existe. Ça, c'est une forme de violence. Hein. On ignore ça. On va regarder ce qui est physique, mais ça vient de quelque part. Donc, quand la personne arrive maintenant à te porter main, c'est que la personne maintenant a matérialisé son geste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je t'ai tapé là, je regarde. Est-ce que tu vas accepter ça? Donc, si tu acceptes ça, ça veut dire que tu légitimes ce que je viens de faire. Donc, je me donne, comment on appelle ça, une forme de légitimité de devoir continuer déjà dans ce sens-là. Voilà, comme on le dit en Côte d'Ivoire, il faut apprendre à enlever ça dans les yeux des gens pour qu'ils puissent comprendre la gravité de leur acte. Waouh. Faut-il tolérer la première violence domestique? Non. D'abord, la première violence domestique, la plupart du temps, va se manifester par des paroles violentes ou des paroles de rabaissement. Et quand vous commencez à remarquer que votre conjoint est à l'aise à vous rabaisser, à vous crier là-dessus, à vous rabrouiller, même lorsque vous êtes deux, il faut interpeller. Parce que c'est lorsque vous allez commencer à accepter, à acquiescer, à dire, bon, c'est comme ça, il est, trouver des excuses même à son acte, qu'il va de plus en plus développer sa confiance en lui, à aller plus loin dans son intention de manifester sa colère. Parce qu'il y a plusieurs manières de manifester une colère. Et si c'est par un geste de coup, la personne est en train de faire une déviation.
Yoman, la même chose que toi. Oui, tout à l'heure, nous expliquait qu'il existe un cycle. Il est bon de revenir sur ce cycle-là et l'expliquer à nos téléspectateurs pour qu'ils le comprennent. Donc, la première étape, c'est la tension. Cette tension-là, elle se manifeste parfois, comme l'a dit Côte Blanche, par des comportements. C'est lié au comportement, à des postures. Le fait de toiser, le fait de regarder, comme on dit en français ivoirien, de haut en bas. Le fait d'avoir certaines expressions comme... tu vois, bêcher la personne. Tout ça contribue à créer un climat qui va déboucher maintenant sur l'explosion. L'explosion, en fait, c'est la manifestation de toutes ces choses qu'on a réprimées. Des fois, tu es là, la personne te parle, tu fais... Donc, il faut savoir que dans cette question de la violence, il y a celui qui attise la violence et il y a celui qui active la violence. Celui qui attise la violence peut parfois être celui qui a poussé l'autre à bout. Et ça, parfois, il faut qu'on en parle. Dans certains cas, ça peut être, par exemple, la femme qui pousse son partenaire à bout, un peu comme si c'était un poltron. C'était comme si c'était quelqu'un qui n'est pas un garçon. Elle va lui crier là-dessus, elle va lui dire certaines paroles abjectes, elle va le traiter d'une certaine façon. Et quand il ne réagit pas, ça donne l'impression qu'on peut continuer et aller plus loin. Donc, j'ai parlé de la tension qui va déboucher sur l'explosion. Puis, quand l'explosion se passe pour la première fois, on vient dans la justification. C'est parce que tu t'es comporté comme ça que je me suis comporté comme ça. Tu vois ce que tu m'as poussé à faire, tu as vu que tu m'as poussé à faire ceci, ça c'est la justification. Après la phase de justification, souvent vient ce qu'on appelle la phase de lune de miel. C'est quoi la phase de lune de miel? Je vais commencer à m'excuser. Tu sais, je ne sais pas ce qui m'a pris. On dirait que j'ai des esprits qui me fatiguent. On va réussir et en fonction de quel type de partenaire vous avez, plus il aura les moyens, plus il va rendre la phase de lune de miel mielleuse. Donc, ça va être des cadeaux qu'il vous offre, etc. Et vous vous retrouvez piégé. Parce que dès lors que vous avez accepté ce cadeau-là, à la suite d'une violence, vous venez de valider le cycle. Et ça peut ne plus s'arrêter. Et sachez-le, hein, le premier coup, on ne le sent pas. Le deuxième coup, on le sent. Le troisième coup, on ne le sent pas parce qu'on est en train d'aller mourir. C'est quoi la violence psychologique et comment se manifeste-t-elle? La violence psychologique, c'est la capacité pour la personne violente à sortir des paroles et des mots rabaissants qui vont amener l'autre personne en face à perdre confiance en elle, à perdre son intégrité morale et mentale parfois. Vous êtes avec un conjoint, homme comme femme, qui vous dit, mais tu es grosse comme une dinde. C'est une image humaine qui est rapprochée à la dinde. Et de l'autre côté, on dit quoi? Tu fous rien à la maison. Tu fous rien, tu es inutile comme un meuble. Et cette personne qui va commencer à se rapprocher et reprocher son image à un objet va perdre son intégrité mentale. Et très souvent, la personne va s'enfoncer. En général, en coaching, on dit pour voir la meilleure version de la personne, il faut la valoriser. Mais à force de taper la personne de paroles blessantes, psychologiquement, la personne va se dire, s'il dit ça, s'il répète ça, c'est que c'est ce qui est de moi. Donc, psychologiquement, la personne... Docteur, la même question que... La violence psychologique même commence dans le regard. Dans le regard, comment la personne te regarde. Parce que souvent, on dit, aux enfants, le regard parle. Souvent, quand les parents, ils regardent ton enfant, l'enfant sait ce que ça signifie, va te laver. Le regard va te coucher, etc. Donc, il y a déjà le premier regard. Ensuite, il y a, comment on appelle ça, la punition. Il y a la punition. Parce que tu m'as parlé comme ça veut dire que je vais te faire sentir ça. Peut-être que je commence à ne plus te parler, je commence à ne plus manger ta nourriture, je commence à ne plus dormir dans la même maison que toi, etc. Pour te faire payer, voilà, un acte que tu as posé. Ensuite, on aura une forme de manipulation qui va aller derrière. Ça veut dire quoi? Là, quand on est à deux comme ça, je suis désagréable. Mais quand je suis, par exemple, avec ta soeur ou avec ton frère, j'ai dit, mais voilà, telle personne, même vous, tu vois que moi, je l'aime beaucoup, mais je ne la sens pas, je ne comprends pas ce qu'elle fait. Donc, quand dans le privé, il agit mal, quand tu vas te plaindre, on dit, ouais, bon, de toute façon, la parole, il dit ça, c'est comme ça tu es. Comprenez? Et puis maintenant, il y a aussi les paroles. Les paroles qu'on te lance. OK? Il y a les jurons. On va te comparer souvent à un animal. Ou bien, on va t'amener à douter de ton intelligence. C'est-à-dire que quand la personne parle, mais toi-même là, comment tu peux dire des choses comme ça? Hein?
Quand on met tu regardes, c'est bon. Ou même quand la personne est dans ses décisions. Donc, déjà, au niveau psychologique, ce qu'on veut faire, on veut isoler la personne psychologiquement pour que la personne se concentre sur nous uniquement. Voilà. Donc, on va amener la personne déjà à faire ce qu'on appelle à désensibiliser son cerveau pour que le cerveau puisse se concentrer sur nous-mêmes. Donc, quand on est déjà dans cette phase-là où on ne nous valorise pas, ou encore on nous amène à douter de nos capacités, etc., où on amène à se douter de nous-mêmes, on doit commencer déjà à se poser des questions. Parce qu'on parle de violence psychologique, mais c'est en plus une maltraitance mentale, en fait. Waouh, waouh. Ici, à la télé, nous vous permettons de souffler et d'aller à la pub. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans l'émission des Hommes d'ici. Et dans les Hommes d'ici, je suis toujours avec Coach Yoma, Jean-François. Voilà, l'homme qui me séduit tous les jours. Nous avons notre nouveau gars. Ouais, c'est quelqu'un aussi. Hein. Mohamed Ali, comment vas-tu? Tranquille. L'homme à la barbe. Tranquille. Aujourd'hui, nous avons deux invités, le docteur Nou Bakayoko et la Belle Blanche. Aujourd'hui, nous parlons de violence domestique. Pourquoi la plupart des femmes restent? Comme le coach Yoma l'a dit, dans le cycle de la violence, il y a plusieurs états émotionnels qui rejaillissent. Vous allez voir qu'avant qu'il y ait une prochaine violence, il y a l'étape de la lune de miel. Et très souvent, ça paraît beau, ça donne l'impression que ce sont les émotions qu'on ressent en début de relation, où vous vous séduisez, vous vous donnez des cadeaux, vous vous préparez pour être toujours vraiment la meilleure version de vous-même. Et très souvent, il y a des femmes qui se cramponnent sur cette étape-là pour se dire que 2 jours là, je m'ennuie dans mon couple. Mon chéri, il ne me fait pas de cadeaux, il ne s'intéresse pas à moi. Donc, je vais créer une circonstance qui va provoquer un état de colère en lui. Et quand il va réagir, il va vouloir certainement me demander pardon et on va revenir dans l'étape de la lune de miel. Donc, de façon inconsciente, il y a des personnes qui déclenchent ça en leur conjoint pour se cramponner aux émotions. Tu penses que la plupart des femmes déclenchent cela? Il y a beaucoup de femmes qui déclenchent cela. Mais il y a des personnes qui ont vécu avec des parents qui étaient violents. Et pour eux, c'est le langage normal du couple. Tant qu'il n'y a pas de cris, il n'y a pas de paroles injurieuses plutôt, ils trouvent que le couple n'est pas normal. Ils ont une déformation de la conception même du couple. Donc, ils peuvent être dans le couple, mais quand il y a trop de politesse, il y a trop de douceur, de tendresse, ils s'ennuient. Donc, ils provoquent ça aussi consciemment pour qu'il y ait un peu le feu. Comme les gens ont tendance à dire le foyer, c'est le feu, pour dire que moi aussi, mon foyer bouge. Mohamed Ali, pourquoi la plupart des femmes restent? La plupart des femmes restent, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Hein. Quand ça fait un certain nombre d'années, on estime qu'il y a les enfants, il y a le quand dira-t-on, il y a les habitudes, il y a des petites questions du genre « je l'aime, je pense qu'il va arrêter » ou « elle va arrêter » parce qu'il ne faut pas qu'on se cramponne sur la violence faite sur les femmes. Comme le docteur disait tout à l'heure, la violence est verbale. Donc ça veut dire qu'avant que le monsieur porte main ou avant que la dame porte main, faille qu'il y ait eu injure avant ou parole déplacée. On est d'accord que c'est de la violence. Ouais. Voilà, donc dans ce cas de violence-là, bon... Mais pourquoi la plupart des femmes violentées restent dans leur couple? Bon, Siro, déjà, je ne saurais te dire, je pense que chaque foyer a sa réalité et a ses vérités. De ce que je sais, hein, la femme peut dire, bon, je reste parce que ça peut être la première fois, elle se dit que ça ne va plus arriver. Ça peut être le fait aussi qu'il y ait une vie de mariage avec des enfants et tout qui fasse que, bon, on réfléchit un peu. Ça peut être aussi le fait que, bon, il n'y a pas d'homme en ce moment, c'est un peu chaud. Bon, il a attrapé celui-là. Comme il a un peu d'argent, il a attrapé, on ne sait jamais. Ça peut être ça aussi. Ça peut être ça. Oui, docteur. Voilà, il faut dire que quand on parle des éléments déclencheurs, les déclencheurs chez chaque personne ne sont pas les mêmes. Parce qu'il y a d'autres aussi, si tu le regardes bizarre, ça déclenche. Non, pourquoi les femmes restent? Non, je vais arriver sur ça. Oui. Voilà, il y a ce volet. Mais pourquoi la plupart des femmes restent? Moi, je dis d'abord qu'elles restent pour beaucoup de choses. Elles vont rester parce qu'il peut y avoir une dépendance affective.
Voilà, cette dépendance affective-là peut être créée par le bourreau. Elle a parlé tout à l'heure de l'étape de lune de miel. En réalité, on met la personne dans ce qu'on appelle une zone grise. Ça veut dire quoi? On souffle le chaud et le froid. Et non, mais et s'il change? Peut-être qu'il va changer. Ah, ça, peut-être qu'il va changer. Et puis la personne revient, puis la personne dit non, toi, mais ça me dit que c'est pas comme ça, non? Hein? Toi-même, tu sais ça. Si tu as fait ça, là, c'est parce qu'on remet la faute encore sur la personne, on amène la personne à culpabiliser. Donc, ça fait que cette zone grise-là peut faire que la personne va rester. La deuxième chose, la femme peut rester pour les enfants. Non, parce qu'on a des enfants, donc je vais rester, etc. Alors que quand tu restes, les enfants souffrent plus que lorsque tu iras. Vous comprenez? Et puis maintenant, une des choses aussi qu'il faut soulever, il y a aussi des comportements masochistes. Et ça, ce sont des troubles paraphiliques. Parce que là, on va rentrer dans la notion maintenant de consentement. On va parler de troubles paraphiliques. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui m'excite réellement? Donc, quand on a développé cette personnalité masochiste, on peut rester parce qu'on aura besoin de ça à quelques degrés près pour pouvoir hésiter. C'est-à-dire que ces personnes ont besoin d'aide. Maintenant, la dernière chose que je peux dire, vous savez, dans les cas de violence basée sur le genre, on parle des cas de dross. OK? C'est-à-dire déni des ressources, d'opportunités et de services. Voilà, c'est là qu'on va parler de violence économique. Yoma, c'est quoi la violence économique? Pour en arriver à la violence économique, il y a un aspect qu'on n'a pas abordé qui me paraît très important. Vous voyez, dans les années 70, il y a eu une prise d'otage à Stockholm et au bout d'un certain nombre de temps, la victime a refusé que la police mette la main sur le ravisseur. Alors est né ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm, qui fait qu'une victime peut développer un amour, un attachement fusionnel à l'égard de son bourreau. Un élément important, c'est par exemple la sexualité. Cette personne vit une sexualité extraordinaire qui la transcende. Et donc, malgré la violence, elle ne peut pas ou elle ne veut pas se détacher de ce plaisir de type extraordinaire qu'elle peut vivre avec le partenaire. La deuxième des choses, eh bien, c'est la manipulation derrière le fait d'avoir rencontré un homme qui vous aime tellement, qui vous demande de ne plus travailler. Généralement, derrière ce type d'attitude se cache une envie de contrôler l'autre. Parce que dès lors que vous ne travaillez plus, que vous n'avez plus de ressources et que vous dépendez exclusivement des rentes de l'homme avec lequel vous êtes, eh bien, le jour où cet homme n'est pas content, il faut qu'il utilise un élément dont nous en a parlé tout à l'heure. Il faut qu'il utilise un élément pour te montrer qu'il n'est pas content. Et l'un de ces éléments devient finalement les ressources matérielles et financières dont il te prive. Cette privation est une forme de punition pour te rappeler à l'ordre et te faire comprendre que tu dépends exclusivement de lui. Nous avons certaines familles africaines particulièrement qui, lorsqu'une de leurs filles se marie, c'est un peu comme une sorte de source de revenus pour la famille. Donc, en pensant simplement même au fait que tu es bien marié, et cette expression est très commune en Afrique, quand on te dit tu es bien marié, ça veut dire que tu es marié à quelqu'un qui est financièrement aisé et qui apporte un soutien matériel et financier à la famille. Imagine-toi, grâce à ton mari, tes frères et sœurs vont à l'école. Grâce à ton mari, tes parents ont un toit où dormir. Si cet homme te violente, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé parfois d'accepter l'inacceptable pour que ta famille ne soit pas en difficulté financière. Et puis, un autre aspect de la violence financière, eh bien, c'est le fait parfois, et ça, je l'ai observé dans certains cas, que la personne avec laquelle vous vivez met des ressources entre vos mains et ne vous profite pas. Je vous explique. C'est-à-dire que vous allez faire une activité, vous allez générer des ressources. Chaque fois que votre activité produit, il va utiliser ces ressources-là pour un investissement. Parce qu'en réalité, il ne veut pas que vous ayez suffisamment de ressources, car en ayant des ressources, c'est comme si vous arrivez à une certaine autonomie et ça va déclencher chez cet homme une peur de vous perdre parce qu'il n'a plus de contrôle sur vous. Donc voilà quelques manifestations on va dire de la violence financière ou économique à l'intérieur de certains couples. Mais il n'y a pas que les hommes qui le font. Il y a aussi des femmes qui financièrement vont influencer leurs hommes. Docteur, un projet de départ et soumission, qu'est-ce qui se passe avant la prise de décision? Projet de départ, puis soumission. Vous savez, il y a deux types de départ. Il y a le départ psychologique et puis il y a le départ physique. Le départ psychologique, c'est quoi?
Ça veut dire par rapport à toutes les situations qui se présentent dans le couple, les situations de violence verbale, émotionnelle, tout ça, souvent les personnes sont déjà parties. C'est-à-dire psychologiquement, la personne n'est pas là. Donc la personne est en train de chercher maintenant un justificatif pour partir de façon physique. Donc ça veut dire que le projet de départ, là, il se mûrit psychologiquement. Parce que toutes les personnes qui sont souvent parties sur un coup de tête, ces personnes-là, il y a un sentiment de culpabilité, ils ont tendance à revenir. Mais par exemple, quand la personne est déjà partie psychologiquement, en réalité, la personne t'a déjà pardonné. Hein. Voilà, donc la personne est déjà partie psychologiquement. Mais qu'est-ce qui se passe avant la prise de décision? Maintenant, avant la prise de décision de partir, il y aura puisque ce qu'on a l'habitude de faire à quelqu'un, quand on te renvoie à l'ascenseur, ça fait mal. Mais dans ce qui se passe pendant cette période-là, la personne va commencer, la personne qui se plaignait toujours, la personne va arrêter de se plaindre. La personne qui était toujours à tes petits soins, la personne va commencer à modérer ou même déjà commencer à stopper ça. La personne qui, par exemple, s'inquiétait pour toi, te demande comment tu vas aujourd'hui, tu n'as pas tout travail, etc. La personne va commencer à arrêter de faire ça. Et quand l'autre va se rendre compte qu'on est en train de perdre, que je suis en train de perdre quelque chose, généralement, ces personnes-là ont tendance à vouloir revenir pour essayer de rassurer déjà émotionnellement la personne. Et là, ce n'est pas pour que la personne change, que ça devienne comme avant. C'est vraiment de garder le contrôle. Et c'est là qu'on se rend compte que quand la prise des décisions jusque-là est effective, là, une situation se présente et puis la personne part physiquement en réalité. Comme on a une femme parmi nous, on va essayer. Tu as été déjà victime de violence? Oui, j'ai été victime de violence. Qu'est-ce qui s'est passé entre la prise de décision, la soumission et la décision de partir? La prise de décision, d'abord, elle est personnelle. La plupart du temps, les parents vont commencer à te parler, les amis. Mais je vous rassure qu'à cette étape-là, vous avez l'impression que vous êtes dans un piège, vous êtes engouffré. Vous n'avez même pas la force de partir. Et le déclenchement va se faire par... C'est-à-dire, c'est du jour au lendemain. C'est un peu comme un vase d'eau dans lequel il y a une goutte d'eau un peu. Vous n'arrivez pas à savoir le jour, ce qui s'est passé. Mais parfois, c'est par une action subtile, banale même. Moi, dans mon cas, la personne n'avait pas fait grand-chose. On avait un rendez-vous, on devait parler de notre date de mariage. Il ne s'est pas présenté au rendez-vous. C'est fini. J'ai pris conscience que c'était fini. Pourtant, après, la personne a essayé de me contacter. Mais ce jour-là, le vase était plein. Exactement. Pour dire que, entre la décision de partir... Mais avant, ça a été violent, hein? C'était plutôt de la violence verbale. Oui, mais pourquoi tu as eu du mal à partir? Parce que la plupart des femmes ont du mal à partir. Je voulais même renchérir, même sur les exemples. On a oublié un cas important, le statut. Très souvent, les femmes qui sont mariées, elles ont un statut de madame. Et revenir encore dans la cause de femmes célibataires, on a la peur de revenir, se faire séduire et revenir même célibataire, accepter les avances et repartir de zéro. Le camp dira-t-on? En dehors du camp dira-t-on, il y a la peur de l'inconnu. Retrouver des inconnus encore, refaire confiance en eux, réapprendre à aimer, on trouve ça laborieux. Parce qu'on s'est dit après 10 ans, 15 ans... Au départ, il était inconnu pour toi. Tu veux connaître quelqu'un d'autre. Et c'est ce qui est troublant parce que le cerveau, il aime le confort. Il faut toujours le mettre dans une situation de confort pour sortir les meilleures choses. Or, dans cette situation-là, tu es confortable. C'est vrai que dehors, tout le monde se plaint. Mais tu te dis, mais c'est mieux que de partir. Je vais aller tomber... Il y a une expression, on dit, il vaut mieux rester avec le bro qu'on connaît que d'être avec un tueur qu'on ne connaît pas. Et cet adage-là, ça existe. Donc, il y avait peur de partir et je me suis dit, je vais revenir célibataire, je vais tomber sur un fou qui va me tuer. Et puis, comme il a dit, le statut, tu seras mademoiselle. Ça, c'est vraiment... Qu'on le veuille ou pas, il y a beaucoup de femmes qui en souffrent. Parfois, il y a eu des mariages ou des dotes pompeuses. Tout le monde a vu et que tu rentres, c'est un bourreau. Mohamed Ali, à quel moment la relation devient toxique? Je pense que la relation devient toxique quand vous n'avez plus de points communs, ou de sujets communs, ou de moments à deux. C'est-à-dire à partir du moment où... Je donne un exemple pour mieux m'expliquer. C'est-à-dire que tu as quelqu'un, par exemple, qui est avec sa femme, que les moments de prière ensemble, des moments de partage, ils mangent ensemble et tout ça. Après, il y a eu des cas de violence. Violence verbale d'un côté, violence physique de l'autre. Finalement, on ne prie plus ensemble.
on ne mange plus ensemble. C'est-à-dire qu'avant, quand l'autre disait, bon, chacun pour manger et tout, ça n'existe plus. Le moindre sujet est sujet à attention. C'est-à-dire que le moindre détail futile envoie les tensions. À partir du moment où vous avez comme ça, c'est-à-dire qu'il y a tout ce qui était des points communs devient des points de discorde, je pense que la relation est en train de partir en éclat. Une télé sans pub est une télé toxique. Raison pour laquelle nous allons aller à la pub. La pub. Si vous venez de nous prendre en marche, vous êtes dans l'émission des Hommes d'ici. Et dans les Hommes d'ici, je suis toujours avec le coach Yoma Jean-François Mohamed Ali. Et aujourd'hui, nous avons deux invités, la Belle Blanche et le docteur Nour. Yoma, oui. À quel moment la relation devient toxique? Déjà, une relation devient toxique quand vous ne vous sentez plus bien dans cette relation. Et comment vous ne vous sentez plus bien? Vous ne vous sentez plus aimé, vous ne vous sentez plus respecté, vous ne vous sentez plus à votre place. Parce qu'il y a une différence entre avoir une place et puis être à sa place. Et ce n'est pas vos agissements qui font que vous n'êtes plus à votre place? Parce que c'est une action qui envoie une réaction. C'est possible, mais il faut savoir aussi que parfois, on peut donner le meilleur de soi à une personne qui n'en vaut pas la peine. Ouais. On peut être dans une logique où on est sincère, on s'investit, mais en réalité, la personne en face de nous ne considère pas cet investissement comme quelque chose de valeureux. Et à ce moment-là, il y a beaucoup de mépris dans la manière de vous traiter. Vous savez qu'il y a des femmes qui sont avec des hommes et qui ne considèrent pas ces hommes-là comme étant une vraie grâce pour eux, une vraie opportunité. Eh bien, peut-être parce qu'elles ont perdu une relation de laquelle elles sont sorties et elles se satisfont d'une certaine façon, de la relation dans laquelle vous êtes. Donc, elle ne vous honore pas, elle ne vous respecte pas. À la limite, vous êtes un peu comme un bouche-trou. Et dans ce contexte-là, vous avez beau faire, malheureusement, cette femme ne verra jamais les efforts que vous faites. À ce moment, c'est une relation complètement toxique parce que vous ne ferez jamais assez. C'est un peu comme si vous donnez votre main, on demandera à votre avant-bras, vous donnez votre avant-bras, c'est votre cou qu'on demandera. À un moment donné, en fait, vous ne pourrez plus rien avoir à donner. L'autre élément qu'il faut considérer pour savoir si vous êtes dans une relation toxique, eh bien, c'est le manque de respect. Vous voyez, le manque de respect, c'est quoi? C'est le fait de ne pas vous considérer comme une personne à part entière. C'est-à-dire, il y a un mépris qui est rattaché à votre personne et à la manière dont on vous traite. Vous voyez, vous êtes dans une relation avec une personne, je donne un exemple, vous avez, par exemple, cet homme qui vient avec des amis, etc., et la femme peut avoir à l'égard de cet homme, devant ses amis, un comportement extrêmement déplacé. Elle peut lui parler d'une certaine façon, vous voyez. Ça fait toujours bizarre de savoir que vous entrez chez vous avec des amis, vous demandez par exemple à votre épouse de servir à boire, et puis elle vous dit, mais toi tu t'oublies ou quoi, c'est moi qui dois vous servir à boire. Je vois des attitudes de ce type-là. Ou bien parce que tu es venu avec des gens. Coach, elle dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit, tu t'oublies ou bien c'est moi qui dois te servir. Toi, tu ne sais pas où on chez toi à la maison. Il y a des contextes comme ça dans lesquels certains hommes se disent, bon, je sais que je ne suis pas respecté, mais encore quand je viens avec des personnes, on ne peut pas encore me manquer de respect devant ces personnes-là. Et que ce soit devant ta famille, devant tes amis, que ce soit en dehors de la maison ou à l'intérieur de la maison, ce manque de respect-là, il est présent, la relation en elle-même est toxique. Et je termine sur le dernier point, les refus intempestifs. C'est quoi ce que j'appelle refus intempestif? C'est les refus de rapport sexuel. C'est-à-dire que c'est un peu comme s'il y avait une manipulation liée au rapport sexuel. Le rapport sexuel devient un moyen de validation ou d'invalidation d'accord ou de désaccord. C'est un peu comme si, lorsque je n'obtiens pas de toi ce que je veux, eh bien, je coupe les robinets, je ferme les frontières, etc., etc. Et beaucoup de femmes, malheureusement, ne se sont pas rendues compte qu'en le faisant, elles ont poussé volontairement leur mari dans les bras de quelqu'un d'autre ou ont mis fin, d'une certaine façon, à une belle histoire d'amour qu'il aurait pu avoir. Donc voilà un tout petit peu ce que je peux dire autour des relations toxiques. Blanche, à quel moment ta relation était devenue toxique? La relation était toxique lorsque... J'ai senti qu'elle était réellement toxique lorsque je me suis sentie comparée.
la comparaison, elle peut être valorisante lorsque parfois la personne t'aime. Mais quand tu es comparé du point de vue où la personne te rabaisse, elle te fait savoir que tu n'es pas à la hauteur, que tu le veuilles ou pas, tu n'es pas à la hauteur. Donc tu es censé accepter que tu n'es pas à la hauteur. Ça, c'était l'un des premiers indicateurs. Le second indicateur, c'est que la personne, elle se développe sans t'impliquer. Vous allez voir que vous êtes dans la relation, tu entends que la personne est en train d'investir, en train de faire les choses, et puis tu es en train de faire quoi? Et tu es informé comme si tu faisais partie du décor, mais tu n'es pas impliqué. Si vous êtes avec un conjoint et qui ne vous implique pas dans ses engagements financiers, c'est déjà même une relation toxique parce que vous êtes emmené à partager vos biens. Et si la personne n'est pas consciente que vous avez votre mot à dire, pas forcément pour arrêter l'investissement, mais votre opinion compte. Quand la personne ne tient plus compte de votre opinion, c'est qu'elle vous a pratiquement chosifié. Elle ne tient plus compte de votre perception de la vie par rapport à la progression de votre relation. Wow. Moi, j'ai une question, Siro. Non, avant ta question. J'ai une question. Avant ta question. D'accord. Je voulais, comme on observe, 1 minute de silence pour la question qui va venir. Docteur, et si on parlait des hommes battus? Ta question peut venir. Ma question. J'ai 2 questions. Excusez-moi, j'ai une question pour le docteur et j'ai une question pour Blanche. Non, ça va dans le sujet des hommes battus. Oui, dans le sujet des hommes battus. Salut, mon homme battu. Oui, non, comment ça? Comment? Il est coach. Bon, pose ta question. Et si donc, Momo n'est pas battu. Je touche du bois. Il est débattu. Dieu, bien sûr. Il n'est pas battu, il est bâti. Je voulais demander, pour les hommes battus, j'ai eu des cas comme ça. C'est-à-dire, je me suis déjà retrouvé au commissariat où il y a un monsieur qui est venu porter plainte avec un gros sparadrap à l'oreille parce que sa femme le bat, je crois, enfin, elle n'est pas ivoirienne, bref, elle le bat et tout, au point de lui arracher l'oreille. Et c'est récurrent. Quand elle est arrivée au commissariat, les policiers même l'ont regardé, toi, va t'asseoir là-bas. Bon, je me renseigne, on dit, c'est son travail. Chaque fois, il vient, il pleure, sa femme le frappe à la maison. Il vient s'asseoir. Maintenant, il y a un truc qui est arrivé. Bon, pas à moi, hein. C'est un ami, voilà, vite fait, il m'a dit de lui demander ça. Il s'est retrouvé, à la fin d'une soirée, il était avec son ami. Ils se sont retrouvés dans un hôtel. Alors, son ami va avec l'une des femmes, et lui, il va avec l'autre. Et avant de rentrer, son ami lui dit, ah, mais celle qui est avec toi, la dame qui est avec toi, là, vraiment, elle dit qu'elle est fan de toi, comme on le dit en ivoirien. Il rentre dans la chambre, bon, la go est censée être fan de toi. Donc, ils sont dans la chambre, ils commencent à déshabiller, la go est stoïque, elle ne bouge pas. Elle ne se déshabille pas, rien du tout. Donc, bon, il veut caresser un peu tout ça. Une gifle monumentale, une gifle où ça résonne même dans ses oreilles. Donc, il sort de la chambre, il va toquer à la porte de son frère, de son gars. Mais, champion, tu dis que la go... Il dit non. En fait, elle, c'est comme ça qu'elle est. Elle, si tu la gifles pas ou tu la frappes pas, elle ne ressent pas du plaisir. Elle, c'est comme toutes ses relations. Non, elle est maso. Non, donc, je veux te demander, est-ce que dans ce cas, on parle de violence? Parce que tu reviens, forcément, on dit, si tu ne fais pas ça, elle n'est pas excitée. Donc, avant de répondre, il faut bien écouter. Si tu ne fais pas ça, elle ne se place pas bien. Donc, est-ce qu'il y a un cas de violence, donc? OK. Comment on appelle ça? Ce n'est pas parce que tu t'es suicidé que tu n'as pas exercé une violence sur toi-même. C'est ça. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que la personne, comment on appelle ça, a un trouble paraphilique qu'on appelle le masochisme sexuel, que ce n'est pas une violence. OK? Ça reste quand même une violence. Peut-être que pour passer à l'acte sexuel, la personne aura besoin de ça pour être excitée, etc. Mais le fait qu'on ait porté main à la personne via violence, c'est que je dis que c'est un trouble. Voilà. Le fait qu'on lui ait porté main et tout ça, on va dire que la personne traîne, je vais dire, un dysfonctionnement. Dans ce dysfonctionnement-là, la personne a besoin de prise en charge. Okay? Je dois la conscientiser, quoi, sur le coup, là. Non, je ne parle pas de toi en termes de conscientisation. Parce qu'il y a des jeux sexuels. Oui. OK? Il y a des jeux sexuels. Et même, toi, tu parles de masochisme, il y a le sadochisme sexuel aussi. Mais ça va nous enlever sur notre sujet. Non, parce que c'est être battu. Il y a le sadochisme sexuel. En fait, ce n'est pas parce que, voilà. L'exemple du monsieur qui était allé au commissariat. Oui, le monsieur qui est allé. Justement, c'est ça que je voulais venir. Voilà. Pourquoi la police n'est pas allée chercher sa femme? Exactement. Voilà. Ça, c'est le poids de la culture. Oui. Le poids de la culture. C'est-à-dire, comment même toi, ta femme, elle va te frapper? Non, pas moi, le monsieur. Non,
Non, je ne parle pas de toi. Voilà. C'est-à-dire, comment toi-même, là, ta femme peut te frapper? Parce qu'on a mis dans la tête, voilà, la femme, c'est un être fragile, c'est elle qu'on doit toujours frapper, tout. Donc, la police se dit que, mais pourquoi c'est toi qui... Et ce n'est pas bien de penser comme ça. Parce que en faisant ça, je vous dis, et ça, il y a plusieurs hommes qui se meurent dans cette histoire-là. Parce que nous, on a eu... Docteur, vous connaissez beaucoup d'hommes battus? Oui, je connais beaucoup d'hommes battus. Et ça, tu me permets de le dire. Nous, on a fait des groupes de parole avec des hommes battus. Okay? On a vu des hommes qui sont arrivés au suicide parce qu'ils étaient battus et qu'ils ne pouvaient pas parler parce qu'à cause de ces réactions en griffe, criminelles de la part des forces de l'ordre qui ont accueilli ces personnes-là. Donc il y a beaucoup d'hommes qui sont battus, mais qui meurent dans le silence. Ils ne peuvent pas parler parce que c'est mal vu par la société. Le deuxième élément, on a reçu aussi des hommes avec un certain statut. Donc, par rapport à leur statut, il y a ce qu'on appelle le chantage affectif, le chantage émotionnel, le chantage au statut que tu as. Voilà, par rapport au statut que tu as, donc, ma manière de te parler, si tu fais, je vais dire ça, ça va gâter ton nom. Donc, si tu agis comme ça, je vais faire sortir ça, ça va gâter ton nom. Donc, ces hommes-là, vis-à-vis de la société, non, vis-à-vis même de leurs compagnes, ils sont dans une forme, ils s'abstiennent déjà de faire quelque chose, pas en termes de violence, mais de prendre souvent des décisions, de s'épanouir, etc. Et même, il y a ce chantage-là pour dire que si jamais tu fais ça, j'ai parlé sur les réseaux sociaux, de toute façon, que ce soit faux, que ce soit vrai, c'est toi qui es personnage public. Voilà, donc c'est ton nom qui va se gâter. Donc, je reçois des personnes assez connues aussi qui vivent ce problème-là déjà en silence. Et puis, il y a ces hommes-là aussi qui ont des difficultés souvent érectiles. C'est lié aussi à la forme de violence verbale. Là, tu n'es pas garçon. Hein? Toi-même, tu es comme ça, difficulté érectile. Et puis, il y a qui tombent aussi dans la dépendance à l'alcool, à la drogue, etc. Okay. Donc, Yoma, surtout, je voulais qu'on parle des hommes battus. Et je voulais te demander comment finir avec la violence conjugale. D'accord. Mais avant ça, je tenais à dire, puisqu'on est sur un plateau, que ce n'est pas spécifiquement lié au fait que ce soit des forces de l'ordre qu'ils réagissent comme ça. Exactement. C'est des individus, c'est des hommes après tout, et qui peuvent avoir leur ressenti. Ce n'est pas lié à leurs uniformes. Okay. C'est le lieu peut-être de saluer aussi les actions qui sont menées par les forces de police, par rapport aux cas qui sont pris en charge assez sérieusement. Je pense que c'est des cas individuels et qui ne sont pas représentatifs de la corporation. Ensuite, comment partir? Eh bien, pour ma part, c'est difficile de partir quand on est dans ce contexte-là parce qu'on est sous emprise. Coach Blanche a parlé tout à l'heure de la phase de lune de miel, qui est une phase qui, émotionnellement, va agir sur les personnes les plus instables. Vous savez que, généralement, les personnes qui vont être victimes de violences, qu'elles soient physiques, morales, financières, finissent, en fait, par s'affaiblir d'une certaine façon. Vous voyez? Donc, vous vous retrouvez piégé dans une situation de laquelle vous ne savez pas exactement comment trouver les ressources pour en partir, pour sortir. La première des choses, si vous voulez sortir de là, eh bien, c'est de demander de l'aide. Je pense que c'est vraiment le premier élément essentiel, demander de l'aide. Je pense également que nos familles, nos amis devraient être assez regardants aussi parfois sur les changements radicaux qui peuvent se produire dans la vie de leurs proches. C'est important d'observer que vous saviez que telle femme était toujours bien mise, toujours gaie, etc. Et puis, depuis un moment, elle commence à se négliger. Je pense que les signes même de dépression mentale, quand on a des petits soucis mentaux, physiquement, on commence à ne plus être cohérent dans son discours. Donc, si vous échangez avec votre sœur, votre amie, votre fille, etc., qui est mariée et qui a un discours un peu décousu ou qui était très extraverti et qui subitement commence à vivre une vie un peu trop intériorisée, qui ne sort plus, qui ne fait plus certaines choses, ça doit vous interpeller et ça doit vous pousser à aller vers la personne. Ça ne veut pas dire que vous faites une intrusion dans son foyer. La plupart du temps, les personnes qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir une oreille attentive se sont retrouvées malheureusement à se donner la mort. Donc ça, c'est la deuxième des choses. La troisième chose, Siro, pour que nous puissions en finir, c'est de prendre une décision.
Mais combien c'est difficile de prendre une décision quand le cœur est impliqué, quand il y a de l'amour, quand il y a de l'affection. Des fois, on est pris en fait dans le jeu de peut-être que la personne va changer. On est pris dans ce faux espoir-là. Peut-être que la personne va changer. Peut-être que la personne ne fait pas exprès. Et puis, on est dans un contexte africain qui prend en compte aussi certains paradigmes de croyance. On va se dire, OK, bon, on dit que dans leur famille, il y a des problèmes d'esprit. On dit que quand ces génies viennent sur lui, c'est là qu'ils se comportent comme ça. Donc, il y a une sorte de déresponsabilité qu'on va associer en fait à la personne. C'est comme si ce n'était pas elle qui faisait, c'était quelque chose. Et ça nous aide d'une certaine manière à accepter ce qui est en train de se passer, puisque ce n'est pas lui, c'est un esprit qui le fait. Puisque ce n'est pas elle qui le fait, c'est un esprit derrière qui le fait. Donc, je crois que très souvent aussi, il faut pouvoir prendre son courage à deux mains et aller vers les autorités. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne le savent pas, mais il y a des cellules qui existent, qui travaillent vraiment à recevoir les femmes ou les hommes qui sont battus. Je pense que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant en possède. Je pense aussi qu'il y a d'autres structures. Il y a le 1308 qu'on peut appeler en cas de violence. Exactement, et ça existe. Le 1308. Donc, même si tu n'as pas la force de parti, tu peux prendre ton téléphone et appeler à l'aide, appeler au secours, parce que la situation dans laquelle tu es va finir par te tuer. Et c'est ça qu'il faut que les gens retiennent. Blanche, toi, en tant que femme, comment en finir avec les violences conjugales? Pour en finir, il faut d'abord demander de l'aide, peu importe. Que ce soit avec un parent, un ami, il ne faut pas avoir honte. Parce que la plus grosse honte, c'est de mourir et puis laisser cette personne à continuer de vivre et puis perpétrer ce qu'elle fait. C'est de parler. Il n'y a pas de honte à dire « je suis en train d'être maltraitée ». C'est de parler. Peu importe votre statut, osez parler. Si vous parlez, vous allez créer des personnes, vous allez susciter des personnes qui vont s'intéresser à votre cas. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que la société a des institutions qui sont là, qui sont prêtes même à vous accueillir, pour vous accompagner. Waouh. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, juste rapidement. Oui. Effectivement, au sein de tous les commissariats en Côte d'Ivoire, il y a ce qu'on appelle le gender desk. Okay. Voilà, le gender desk. Et puis, à travers cette émission, je pense que si des personnes ont ce genre de problèmes-là, voilà, je pense que je suis disponible gratuitement pour les accompagner. Super. Vous êtes beaucoup à souffrir dans le silence. Vous êtes beaucoup à être battus. Mais la honte ou le petit faux espoir vous empêche de partir. Qu'un homme te bat, il faut partir. Si une femme te bat, il faut partir. Si tu ne peux pas partir, tu peux appeler au 1308, tu peux appeler l'ONG Bloom, tu peux appeler, tu avais dit quoi tout à l'heure? Dans un commissariat. Non, Bakayoko. Oui. Tu peux venir voir le docteur Bakayoko ou aller au commissariat le plus proche. Ne vous laissez pas battre. Ne vous laissez pas battre. C'était la fin de l'émission. Au bout du bout. Casino Cash, le casino en ligne de la LONASI. LONASI, on a tous une bonne raison de jouer.